Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, nous poursuivons notre étude de la théorie des probabilités avec l'importante notion de variable aléatoire. Donc, c'est ce qui, dans le poly, correspondrait au chapitre 5 et 6, que je ne vais pas suivre de manière tout à fait linéaire. Alors, de quoi s'agit-il? Rappelez-vous, nous avions introduit la notion d'espace probabilisé, donc je renote oméga, qui était l'univers, l'espace d'échantillonnage. Nous avions E ronde, qui est l'ensemble des événements, donc c'est une classe de sous-ensemble de oméga, et P, la probabilité. Okay. Alors, oméga, en général, ça peut être des choses assez complexes. Typiquement, si on étudie une population d'individus, chaque élément de oméga sera un individu. Un individu, c'est un système complexe. Or, il se fait que pour pas mal d'applications, on n'a pas besoin de toute la complexité de chaque élément de oméga, mais on ne veut en retenir qu'une partie de l'information, et typiquement un nombre, parce que pour faire des calculs, on a besoin de nombres, et donc, dans bien des cas, on aimerait juste extraire un nombre à partir d'un élément de oméga. Alors, c'est ça qui est derrière l'idée de variable aléatoire, de variable aléatoire réelle. Et la manière dont ça se construit, en fait, provient d'un processus plus général qui permet de partir d'un espace probabilisé et d'en fabriquer un deuxième. Donc, je vais d'abord montrer ça. Vous allez voir, ça prend quelques lignes. Et je particulariserai tout de suite ensuite à la notion de variable aléatoire. Donc, pour ce faire, comme on va passer une probabilité d'un ensemble vers un autre, je vais utiliser un indice, parce qu'il y en aura deux. Donc, je vais partir d'un espace probabilisé oméga 1 avec sa classe d'événements E ronde 1 et sa probabilité P1. Je le schématise ici par mon ouvert oméga 1. Et je vais supposer que ici en face, je dispose d'un deuxième ensemble oméga 2, muni de ce que j'avais appelé une tribu d'événements E ronde 2. J'ai mon ensemble oméga 2. Et je vais simplement considérer une fonction ici, des flèches, qui part de l'un vers l'autre. Je vais l'appeler petit f. Donc f, c'est une fonction que je me donne qui va de oméga 1 à oméga 2. Et la question, c'est comment fabriquer une probabilité ici sur oméga 2 en transportant d'une certaine manière celle qui existe ici, celle que l'on connaît, P1, sur oméga 1. Bien, alors je vais prendre des couleurs. C'est relativement aisé à comprendre. Imaginons qu'on prenne un événement ici A, un grand A qui appartient à E ronde 2. Qu'est-ce que je vais définir comme étant la probabilité de grand A? Eh bien, simplement, je vais regarder ici les images réciproques. Tous les points qui sont ici, ils proviennent de quelque part par F. Donc, je vais rappeler ici ce qu'on appelle F-1 de grand A, l'image réciproque par petit f de grand A. Et cet ensemble-là, je vais prendre sa probabilité et je vais définir ça comme étant, ici à droite, la probabilité de grand A. Donc, je l'écris en bleu. Qu'est-ce qu'on va dire? On va définir un P2. On va dire ici, P2. Donc, ça, c'est la nouvelle probabilité que je vais définir ici à droite. P2 de grand A. Ce sera quoi? Eh bien, P1, qui, elle, existe déjà à gauche. Donc, il faut que je regarde quoi? Eh bien, l'ensemble des éléments petit oméga qui appartiennent à grand oméga, tels que f de petit oméga appartiennent à grand A. D'accord? Voilà, ça, c'est ce qu'en mathématiques, on appelle l'image réciproque par petit f de grand A. OK? Alors, vous voyez, ça c'est une manière parfaitement licite de définir une probabilité. Il faut juste faire attention à une chose. Il faut faire attention à ce que cet ensemble-là, ce sous-ensemble-là de oméga 1, ça c'est un ensemble, c'est inclus, d'ailleurs, pardon, j'ai oublié de mettre, ça c'est un oméga 1, okay. Ça c'est inclus dans oméga 1. A priori, il n'y a rien qui nous dit que c'est un événement, si on ne fait pas d'autres hypothèses supplémentaires.
Donc c'est une hypothèse qu'il faut faire. C'est une hypothèse, c'est qu'on va demander que f-1 de A soit un élément de E ronde 1, soit un événement côté oméga 1, et ceci, quel que soit l'événement A appartenant à E ronde 2. D'accord? Alors je vais écrire en vert. Ce que j'écris en vert en général, c'est des informations supplémentaires que vous n'êtes pas obligé de retenir. Vous en reparlerez en deuxième année pour ceux qui feront de l'intégration. Donc ça, on dit que cette hypothèse-là, on dit que f est mesurable pour les deux espaces probabilisables, oméga 1 E1 et oméga 2 E ronde 2. Mais peu importe. Voilà, alors ça, une fois qu'on a ça, on peut vérifier, je vous laisse le faire en exercice, que oméga 2, je vais faire ça comme ça, oups, voilà, je vais le rajouter là, tac, donc maintenant, on va mettre en rouge puisqu'on vient de le fabriquer. Notre P2 ici, défini de la sorte, c'est bien une probabilité sur ce oméga 2, d'accord? Et c'est l'image de la probabilité P1 par l'application petit f. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a vu qu'on a un moyen, quand on a un espace probabilisé ici à gauche, je peux passer mon pointeur, voilà, j'ai un espace probabilisé ici, et une application qui va de l'ensemble oméga 1 dans l'ensemble oméga 2 et qui est mesurable, qui vérifie cette hypothèse ici, alors je peux transporter la probabilité P1 qui vivait ici à gauche en une probabilité P2 qui vit maintenant ici sur oméga 2. Alors, ceci étant dit, je peux maintenant définir une variable aléatoire. Une variable aléatoire, ça n'est rien d'autre qu'un espace probabilisé, tel que celui-ci, pour le cas où oméga 2, c'est simplement la droite réelle. Donc, définition. Une variable aléatoire sur l'espace probabilisé oméga ronde P est une application. Alors, là où je l'avais appelé petit f, il se fait que les variables aléatoires, il est usuel de les noter. C'est une notation fréquemment utilisée, mais petit f serait parfaitement valide. Une application grand X qui va de oméga, là-bas c'était oméga, maintenant le plus qu'un je l'appelle oméga, et ce qui joue le rôle de oméga 2, c'est donc R. D'accord? Et puis cette hypothèse-là, ça se traduit par le fait que, quel que soit, alors dans R, le E ronde 2 que l'on va choisir, c'est la plus petite famille qui contient les intervalles. Donc, quel que soit petit a, petit b appartenant à R, l'image réciproque de l'intervalle AB, pardon, j'ai dit que je l'appelais grand X et non pas petit f, l'image réciproque par grand X de l'intervalle AB appartiennent à E ronde. Voilà. Ça, c'est la définition d'une variable aléatoire réelle. Et donc, ce qu'on a montré juste au-dessus, elle induit une probabilité sur R. L'équivalent du P2 là-haut, ça devient une probabilité sur l'ensemble R. Une probabilité. Alors, plutôt que l'appeler P2, puisqu'on l'a obtenu à partir de grand P au moyen de l'application grand X, bon, on va l'appeler par exemple P indice X sur R. Voilà. Une variable aléatoire, ça n'est rien d'autre que ça. Alors, un exemple. Eh bien, tout à l'heure, on a évoqué le cas où grand oméga serait une population d'individus. Dans ce cas-là, eh bien, on pourrait par exemple prendre comme fonction grand X l'application qui, à un individu, attribue sa taille en centimètres ou bien le nombre d'enfants qu'il a, par exemple. Voilà, ce sont deux exemples de variables aléatoires qu'on pourrait considérer sur une population, ou bien sa note à l'examen de 1 EMA 002. Alors on va distinguer deux, même trois cas de variables aléatoires suivant l'ensemble des valeurs possibles prises par grand X. Je vais ouvrir
un autre transparent. Donc on va considérer l'ensemble de toutes les valeurs, c'est-à-dire grand X de grand oméga. D'accord? Donc ça c'est quoi? C'est l'ensemble de toutes les valeurs, donc c'est l'ensemble des grands X de petit oméga, hein, avec petit oméga parcourant, appartenant à grand oméga quelconque. Donc ça c'est un sous-ensemble de R. Et on va dire que, c'est une définition, on dit que X est une variable aléatoire. Je vais synthétiser variable aléatoire par V.A. Discrète si X de oméga, hein, c'est l'ensemble des valeurs prises par X, est au plus dénombrable. Est au plus dénombrable, c'est-à-dire ou bien un ensemble fini, ou bien un ensemble qui a la cardinalité de n, de l'ensemble des nombres naturels. Alors lorsque x de oméga est même fini, on pourrait ajouter que la variable aléatoire n'est pas seulement discrète, mais discrète et finie. Et dans les autres cas, dans le cas où ce n'est pas un ensemble dénombrable, on dit que x est une variable aléatoire continue. D'accord, donc si x de oméga n'est pas, Donc par exemple, si c'est un intervalle ou si c'est R tout entier, mais de manière plus générale, si ça n'est pas dénombrable. Donc si on ne peut pas énumérer ces éléments comme ceux des nombres entiers. Très bien. Alors des exemples de variables aléatoires discrètes, typiquement celle que j'évoquais tout à l'heure, le nombre d'enfants, c'est typiquement une variable aléatoire discrète. On ne peut pas avoir pi enfants. Et par contre, la taille, pour autant qu'on puisse la mesurer avec suffisamment de précision, c'est typiquement le cas d'une variable aléatoire continue. Alors, une petite remarque de notation. Donc, on avait la probabilité P, qui était une probabilité sur grand oméga, et on l'avait transportée en une probabilité P indice grand X sur R. D'accord? Donc, en particulier, on peut regarder Px de l'événement de l'intervalle AB, puisque tous les intervalles étaient des éléments de E ronde 2. Donc, je peux regarder la probabilité associée à la variable x de l'intervalle AB. Ça, on va le noter, et fréquemment noter. P, la probabilité que x appartient à AB. Voilà. Ça, si vous voulez, c'est une notation pour cette probabilité-là. Et c'est égal, par définition de P et x, ça c'est la probabilité de x moins 1 de AB. D'accord? Ça, c'est pas besoin de notation pour ça, ça c'est parfaitement défini, C'est ça, c'est cette notation-là qu'on utilise, parce que c'est un peu plus proche, c'est un peu plus naturel que ceci. Voilà. Donc ça, c'est la notation. C'est la notation pour la probabilité de l'événement qui est l'ensemble des individus pour lesquels grand X est envoyé sur un élément entre A et B. Ok. Alors, on n'est pas obligé de se restreindre à des intervalles AB pour lesquels A est différent de B, en particulier. Oui, si je prends petit a égale petit b, ce qui a typiquement du sens dans le cas de variables aléatoires discrètes. Si je prends a égale petit b, l'intervalle AA, c'est le singleton petit a. On note ça. Et donc, noter la probabilité que grand X soit égal à petit a. Voilà pour ce qui est de la notation. Alors, on va maintenant passer à les deux notions les plus importantes concernant les variables aléatoires. Je vous ai dit en introduction à cette partie que le but des variables aléatoires, c'était de passer
d'un objet a priori compliqué, de la population grand oméga, à des nombres réels, parce qu'avec des nombres réels, eh bien, on peut faire des multiplications, des additions et des choses comme ça. Eh bien, c'est ce qu'on va faire maintenant, et c'est la notion d'espérance et de variance d'une variable aléatoire. Alors, on va d'abord parler de l'espérance, qu'on traduira aussi par la moyenne de l'échantillon. Alors, qu'est-ce que c'est que l'espérance? Eh bien, d'abord, le cas où x de oméga, où l'ensemble de toutes les valeurs prises par la variable aléatoire grand X est fini. D'accord? Eh bien, dans ce cas-là, l'espérance de la variable grand X, qu'on note E de grand X, l'espérance, c'est la moyenne, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la somme pondérée de toutes les valeurs prises par grand X. Pondérée par quoi? Eh bien, pondérée précisément par la probabilité que la variable grand X prenne ces valeurs. Donc, qu'est-ce que c'est? Par exemple, l'espérance de la taille, ce serait la somme sur toute... Alors, non, taille, c'est un très mauvais exemple, puisqu'on a dit tout à l'heure que c'est plutôt une variable aléatoire continue. Donc, pour le nombre d'enfants, ce serait égal à la somme pour petit oméga, pardon. Alors, on va maintenant passer à ce qui fait tout le sel des variables aléatoires, c'est-à-dire le fait qu'elles sont à valeur dans R. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, l'inconvénient, entre guillemets, des espaces probabilisés généraux, c'est que l'ensemble grand oméga, il n'a pas de structure, ces éléments, on ne peut pas les multiplier entre eux, on ne peut pas les additionner, et ainsi de suite. Alors qu'une variable aléatoire, juste précisément, elle est à valeur dans R, et donc on obtient une probabilité sur les nombres réels. Ben, les nombres réels, on va pouvoir, par exemple, avoir envie de considérer la moyenne, par exemple, des valeurs prises par la variable aléatoire sur la population. C'est précisément les deux notions, la notion et ensuite les deux notions qu'on va aborder maintenant, celle d'espérance et de variance d'une variable aléatoire. Non pas d'un espace probabilisé, puisque ça n'a pas de sens au niveau des espaces probabilisés. Donc commençons par l'espérance. Donc l'espérance, c'est le terme qu'on utilise en théorie des probabilités, mais qui dans le langage courant se traduirait par la moyenne. C'est une moyenne de quelque chose qui est aléatoire, c'est pour ça qu'on l'appelle l'espérance. Bon. Alors, la formule est un petit peu différente suivant les cas. Donc on va d'abord regarder le cas où le cas d'une variable aléatoire discrète finie, donc le cas où x de oméga, où l'ensemble de toutes les valeurs prises par x est fini. Puisqu'il est fini, on va donner un nom à ces éléments, on va les appeler x1, ainsi de suite, et supposons qu'on en ait grand N, xn. Donc toutes les valeurs prises, je ne sais pas si la variable grand X c'est le nombre d'enfants, eh bien ce serait 0, 1, 2, 3, et bon, je ne sais pas où on peut s'arrêter, mais une valeur raisonnable, 64. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est dans ce cas-là que l'espérance, que la moyenne? Eh bien, alors c'est quelque chose de voir que c'est un nombre réel qu'on va noter espérance de grand X, et par définition, eh bien, ça n'est autre que c'est la somme pondérée des xi. Pondérée par quoi? Bien, précisément par la probabilité que grand X soit égal à petit xi. Donc, c'est la somme pour i allant de 1 à grand N des valeurs petit xi fois la probabilité de prendre ces valeurs. Donc P majuscule, P, que grand X soit égal à petit xi. Voilà, ça c'est l'espérance. Alors juste une remarque, ces poids là, ces pondérations, c'est bien une moyenne au sens où la somme de ces pondérations fait 1. Puisque si je regarde la somme des poids, somme pour i allant de 1 jusqu'à grand N de P de X égale XI, ben c'est quoi? C'est des événements disjoints, donc c'est P, grand P, indice X de l'ensemble X1, Xn, et ça, par définition, c'est grand P de oméga, et donc c'est 1. Donc la somme des poids vaut 1, et dans ce sens-là, c'est bien une moyenne pondérée. Voilà, ça c'est l'espérance dans le cas où on a une variable aléatoire discrète finie. Dans le cas où elle est discrète
mais non fini, ben, on remplace la somme par une série. Donc, le cas où grand X de oméga, ce serait un ensemble dénombrable mais non fini, que je vais écrire sous la forme x1 et des petits points qui ne s'arrêtent pas. Et bien dans ce cas-là, l'espérance de x, c'est la même formule, sauf que la somme est infinie. Somme pour i plus grand ou égal à 1 des xi fois p de grand X égale petit xi. À la seule différence près que pour considérer des séries comme ça, eh bien, il faut s'assurer qu'elles convergent, et donc on le met comme hypothèse. Donc, si la série ci-dessus est convergente, et même absolument convergente, au sens où la série des valeurs absolues converge, absolument convergente. Voilà, donc ça c'est ce qui est de l'espérance dans le cas discret. Alors je vais tracer une barre ici. On va maintenant regarder le cas continu. Alors on ne va pas faire le cas général, on va regarder à nouveau un cas particulier. On va dire cas d'une variable aléatoire à densité. Une variable aléatoire continue à densité, et la densité, je vais l'appeler petit f, qui n'a rien à voir avec le petit f du transparent précédent. Donc, petit f, ce sera une fonction qui va de R, j'en ai parlé dans un transparent du cours dernier, R à valeur dans R+. Alors, qu'est-ce que ça signifie, une telle variable aléatoire? Ça signifie que la probabilité que grand X appartienne à l'intervalle AB, c'est donné par l'intégrale de A à B de f de S ds. D'accord, vous vous rappelez, j'avais fait un dessin. Là, on a R. Puis j'ai une densité de probabilité ici, quelle qu'elle soit, positive, petit f, et une variable aléatoire dont la probabilité peut se calculer en évaluant l'air ici en dessous de la courbe petit f. C'est ce qu'on appelle une variable aléatoire à densité. Donc ça, c'est P de X appartenant à AB. Eh bien, dans ce cas-là, comment définit-on l'espérance de X? Eh bien, par similarité avec la somme devient une intégrale. Ici, l'espérance de X, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X fois f de X dx. D'accord? Si vous voulez, la densité petit f, c'est ce qui remplace la probabilité que grand X soit égal à petit x, mais celle-ci est nulle, d'accord, ponctuellement, parce qu'il y a un nombre non dénombrable de valeurs, et donc on remplace la somme par une intégrale. Ça, vous avez très certainement entendu dire que l'intégrale est apparue comme une généralisation de la somme. Eh bien, en voici l'illustration. Donc ça, c'est de nouveau, à condition que l'intégrale est convergente. Donc sinon, on dit que la variable aléatoire n'a pas d'espérance. Si l'intégrale est convergente. Bien définie, je veux dire. Voilà. Et bien définie. Voilà, donc ça c'est la notion d'espérance, ou de moyenne, si vous voulez, de la variable aléatoire. Alors la notion suivante, après celle d'espérance, ce que j'ai écrit dans le titre, c'est celle de variance. Alors c'est une notion un petit peu plus subtile à comprendre, mais pas très compliquée. Je vais d'abord l'expliquer sur un dessin, et puis ensuite je vais donner la formule. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux dessins? Ici, j'ai représenté 4 variables aléatoires au total, 2 variables aléatoires discrètes
ici à gauche, et deux variables aléatoires à densité ici à droite. Donc l'axe, c'est l'axe grand R. Donc ici, ma première variable aléatoire, la grande X1, c'est une variable aléatoire finie qui peut prendre les valeurs petit x1, petit x2 jusqu'à petit xn. Et ce que j'ai représenté là, comme un histogramme, c'est à chaque fois, si vous voulez, l'aire du rectangle que j'ai tracé, c'est la probabilité que grand x1 soit égal à petit x1. Et donc, l'aire totale ici, la somme des aires des petits rectangles bleus, doit être égale à 1. Et pareil pour la variable aléatoire grand X2 ici que j'ai tracé en rose. Alors, quelle est la différence entre les deux? Donc j'ai aussi représenté là environ ce que serait l'espérance de la variable X1. Donc c'est la moyenne pondérée de grand X1. Donc ça se situerait ici au milieu. Et pareil pour grand X2. Alors ce qui veut être traduit par la notion de variance, c'est le fait, vous voyez, que la variable grand X2 ici sera toujours, ou en tout cas avec une bonne probabilité, assez proche de son espérance X2. Il y a assez peu de variabilité par rapport à la moyenne espérance de X2, par rapport à la variable aléatoire grand X1, où les valeurs prises par grand X1 peuvent s'écarter avec des probabilités non négligeables de la moyenne, de l'espérance. D'accord? Et donc ça, c'est le cas des variables aléatoires discrètes. C'est exactement la même chose dans le cadre des variables aléatoires à densité. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est que ces graphes que je dessine ici? C'est la densité de probabilité. Donc, ça veut dire que plus la fonction est grande à un endroit, plus la probabilité sera élevée de prendre des valeurs à cet endroit-là. Et donc là, j'ai donné deux exemples d'une variable à densité petit f1 et d'une variable à densité petit f2. Donc, il faudrait que l'aire en dessous de chacune des courbes soit égale à 1, c'est la probabilité totale. Elles sont toutes les deux centrées, vous voyez ici en ce point-là, donc c'est la raison pour laquelle j'écris, ce n'était pas le cas ici, ça n'a pas d'importance, j'ai fait en sorte ici qu'elles aient la même espérance, simplement vous voyez que la variable grand X1, elle est beaucoup plus recentrée autour de sa moyenne, autour de son espérance ici, grand X1, que la variable F2, c'est même pas du tout autour de sa moyenne que la probabilité soit les plus grandes, il y a une bosse à gauche, une bosse à droite, typiquement ça pourrait être la densité une variable à densité qui représente les notes à un examen. Vous avez une bosse de ceux qui n'ont pas suffisamment travaillé ou pas suffisamment compris le cours, et puis la bosse de ceux qui ont bien réussi. Voilà. Pas très réaliste, mais c'est un exemple. Alors, qu'est-ce que c'est que la variance? Comment on définit la variance dans ces cas-là? Alors, la variance, qu'est-ce que c'est que la définition? La variance de grand X, suivant les cas, donc c'est comme pour l'espérance, les formules sont légèrement différentes suivant qu'on est le cas d'une variable aléatoire discrète ou d'une variable aléatoire continue. Donc dans le cas d'une variable aléatoire discrète, disons finie ici, la variance de la note var de x, eh bien c'est la somme des carrés des écarts à la moyenne pondérés par la probabilité. Donc c'est la somme pour i allant de 1 à n, là, dans le cas ci-dessus. Qu'est-ce que je fais? Je regarde xi moins la moyenne de la variable grand X. Donc ça, c'est ce qu'on avait espéré. C'est ce qu'on avait écrit, l'espérance de grand X. Et je mets tout ça au carré, que multiplie la probabilité que grand X soit égal à petit xi. D'accord? Donc ça, c'est dans le cas fini. Et sinon, c'est égal à la série, la somme pour i plus grand que 1 de la même chose dans le cas dénombrable, si la série a du sens. Et dans le cas d'une variable à densité ici, eh bien, la généralisation de la somme, c'est de nouveau une intégrale. Donc dans le cas d'une variable à densité, ce serait l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x moins l'espérance de x au carré fois f de x dx. D'accord? Attention, il y a le petit x ici qui est la variable d'intégration et le grand
espérance de grand X ici, c'est le nombre qu'on a obtenu au transparent précédent. D'ailleurs, une petite remarque de notation, ce que je peux utiliser, il est fréquent de l'appeler mu aussi, là. C'est une lettre fréquemment utilisée, est une notation fréquente pour la moyenne, pour l'espérance. Pour l'espérance. Je peux rajouter aussi également alors la variance, donc c'est ce qu'on vient de dire. Alors il y a la notion d'écart-type, donc je vais voilà, ça c'est. On a vu la notion de variance, j'entoure en rouge ce qui est important. Alors la variance, c'est très bien, ça a juste le petit défaut d'être un carré. D'accord? Donc si x est dans une certaine unité, ben, la variance, ce sera cette unité au carré. Donc parfois on aime garder les mêmes unités, donc il est fréquent d'utiliser quelque chose qui est la racine carrée de la variance, qui du coup aura la même unité que grand X, et ça c'est ce qu'on appelle l'écart-type. Écart-type. Hop. On note souvent sigma de grand X, c'est quoi? C'est la racine carrée, par définition, de la variance de grand X. Voilà. Quand vous entendez parler de sondage et des choses comme ça, il est fréquent qu'ils vous parlent de l'écart-type. Venons-en maintenant à quelques formules utiles concernant les variables aléatoires. Les variables aléatoires, on a dit, c'est les fonctions à valeur dans R. En particulier, on peut les additionner entre elles, on peut les multiplier par des constantes, et bien d'autres choses. Alors, faisons le cas le plus simple. Donc, on va dire soit deux variables aléatoires, soit grand X, grand Y, deux variables aléatoires. Et puis, on va considérer aussi deux nombres réels, disons alpha et bêta, appartenant à R. Alors, que peut-on dire dans un premier temps de l'espérance de alpha fois x? D'accord? Donc, x est une fonction à valeur dans R. Si je la multiplie par le nombre alpha, ça reste toujours une fonction à valeur dans R. Et ça reste, par conséquent, une variable aléatoire. Eh bien, la moyenne de alpha fois x, c'est alpha fois la moyenne de x. On le vérifiera tout à l'heure, mais je vous mets déjà la formule, elle est assez naturelle. L'espérance de alpha x, c'est alpha fois l'espérance de x. Qu'en est-il de la moyenne de la somme de deux variables aléatoires? Alors, on a tendance naturellement à dire que c'est la somme des moyennes. C'est vrai, c'est un peu moins évident et c'est un peu plus compliqué à justifier rigoureusement aussi. On le fera tout à l'heure. Et si on combine les deux, là on pourrait dire de manière plus générale, donc maintenant que j'ai ces deux-là, en les combinant, on obtient que l'espérance de alpha fois x plus bêta fois y, c'est égal à alpha fois l'espérance de x plus bêta fois l'espérance de y. Et on pourrait bien sûr généraliser ça à un nombre fini de variables aléatoires, pas seulement deux. Bon, donc ça c'est pour ce qui est de l'espérance. Qu'est-ce qu'il en est pour la variance? Alors, qu'est-ce que je peux dire de la variance de alpha fois x? Eh bien, rappelons-nous, la variance, c'est la somme des carrés des écarts à la moyenne. Alors, puisque la moyenne de alpha fois x est multipliée par alpha, chacune des valeurs aussi de alpha fois x est multipliée par alpha par rapport à la valeur correspondante de x. Et donc, la somme des carrés des écarts à la moyenne, ben, ce sera la somme des carrés de alpha fois les anciens écarts à la moyenne. Et donc, la variance, elle va se retrouver multipliée par alpha au carré. D'accord? Donc, la variance de alpha fois x, c'est égal à alpha au carré fois la variance de x. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la variance d'une somme? Eh bien là, il est faux, en général,
que la variance de x plus y serait égale à la variance de x plus la variance de y. Ça, en toute généralité, on oublie. Et un exemple pour bien comprendre cela, imaginons que la variable grand X, ce soit par exemple votre heure de coucher. Alors, il peut y avoir une grande variance dans votre heure de coucher, je sais pas, une latitude de plusieurs heures, et puis grand Y, ce serait votre heure de lever le matin, en période de confinement, pas en période de cours. Et là aussi, il peut y avoir une grande variance de plusieurs heures, disons. Bon. Maintenant, alors plutôt que de prendre x plus y comme je l'ai regardé là, prenons x moins y. Ben, x moins y, dans ces cas-là, c'est votre durée de sommeil, et on peut supposer, ou au moins disons espérer, qu'elle aura une moins grande variance que la somme de la variance de votre heure de lever et de la somme des variances entre votre heure de coucher et votre heure du lever. De manière encore plus flagrante, si vous prenez pour y la variable moins x, d'accord, ben, la variance de x et la variance de moins x sont égales, mais la variable x plus moins x, ça fait la variable 0, identiquement égale à 0. Donc, je vais écrire l'exemple ici. L'exemple, si y est égal à la variable moins x, alors la variance de y égale la variance de x, pour cette formule-ci, mais la variance de x plus y, c'est la variance de la variable aléatoire nulle, d'accord, c'est-à-dire celle qui envoie tous les éléments de oméga sur 0, son espérance sera 0 et sa variance sera 0. D'accord, donc ça fait 0, et c'est différent de 2 fois la variance de x, donc de variance de x plus variance de y, dès lors que celle-ci était non nulle. Voilà. Bon. Alors, il y aura des cas où c'est vrai, et c'est ce qu'on fera dans le transparent suivant. Alors, cette notion, bien, c'est précisément la notion de variable aléatoire indépendante. On a déjà parlé dans le premier cours sur les probabilités d'événements indépendants. Et bien, de cette notion, on tire la notion de variable aléatoire, simplement de la manière suivante. Donc, définition. On dit que deux variables aléatoires x et y sont indépendantes eh bien, si les événements suivants le sont, si quel que soit, disons, A, B, C, D appartenant à grand R, les événements grand X appartient à AB et grand Y appartient à CD, sont indépendants. C'est-à-dire, je vous rappelle, si la probabilité que grand X appartient à AB et grand Y appartient à CD est égal au produit des probabilités que grand X appartienne à AB avec la probabilité que grand Y appartienne à CD. Voilà. Alors, sous cette hypothèse, la proposition suivante, dont on ne va pas faire la démonstration, qui est que si X, Y sont indépendantes, alors
la variance de x plus y, c'est égal à la variance de x plus la variance de y. Et plus généralement, si x1, xk sont 2 à 2 indépendantes, alors la variance de la somme, c'est la somme des variances. Voilà, donc par exemple, quand on vous dit qu'on lance de manière indépendante k fois une pièce de monnaie et qu'on compte le nombre de fois où elle est tombée sur pile, eh bien typiquement chacun des x1, x2 jusqu'à xk seront des variables aléatoires qui sont indépendantes, dans ce cas-là par supposition, par hypothèse. Et la variance de la somme sera égale à la somme des variances. Donc il y a deux choses que j'ai affirmées sans le démontrer. Le fait que l'espérance d'une somme soit la somme des espérances, en toute généralité, et le fait que la variance d'une somme est la somme des variances dans le cas où les deux variables sont indépendantes. Alors je ferai un transparent pour faire ces deux démonstrations, mais je les considère comme en dehors de ce que l'on vous demande de retenir pour ce cours. Alors on va terminer cette vidéo par quelques exemples importants de variables aléatoires. D'abord, trois familles de variables aléatoires discrètes, les binomiales, géométriques et les variables aléatoires de Poisson. Et enfin, trois exemples de variables aléatoires continues, les variables aléatoires uniformes, exponentielles et les fameuses gaussiennes. Alors, commençons par la loi binomiale. Alors, qu'est-ce que c'est que les lois binomiales? Donc, ce sont des familles à deux paramètres, petit n et petit p. Donc, petit n, c'est un nombre entier et petit p, c'est un nombre entre 0 et 1. Alors, à quoi ça correspond, cette variable aléatoire? Eh bien, une réalisation possible, c'est de jeter n fois successivement et de manière indépendante une pièce de monnaie qui a une probabilité petit p de tomber sur pile, et donc 1 moins p de tomber sur face. Donc si p égale 1,5, c'est une pièce équilibrée, sinon c'est une pièce faussée. Et cette variable aléatoire, parce qu'elle doit nous donner un nombre, eh bien, elle compte le nombre de fois où on est tombé sur pile. D'accord? Alors, quelle est la probabilité que cette variable, je vais les appeler grand X dans tous les cas, que grand X soit égal à K? Quelle est la probabilité de tomber K fois sur pile quand on fait n lancers avec une probabilité petit p? Bon, d'abord, il faut certainement que petit k soit plus petit que n. Si on lance n fois, on peut avoir au plus n fois pile. Donc, eh bien, je vais devoir tomber k fois sur pile. Or, j'ai une probabilité petit p de tomber sur pile, donc ça va me faire p à la puissance k. Et puis, je serai tombé n moins k fois sur face. Et donc, j'aurai 1 moins p à la puissance n moins k. D'accord? Mais là, il me reste encore à ordonner les lancers pour lesquels j'ai eu pile et les lancers pour lesquels j'ai eu face. Et donc ça, j'en ai autant que j'ai de combinaisons possibles de k pile parmi mes n lancers. Voilà. Ça, c'est la probabilité pour une loi binomiale, et vous pouvez vérifier que la série, par la formule du binôme de Newton, la série pour i allant de 0 jusqu'à grand N des p de x égale i, eh bien ça fait p plus 1 moins p à la puissance n, ça c'est la formule du binôme de Newton que nous avons vu, c'est donc 1 à la puissance n, ça fait bien 1. Okay. Donc ça c'est la loi binomiale de paramètre n, qui est un entier, et petit p entre 0 et 1, qui est un réel. Alors la loi géométrique,
la loi géométrique, elle décrit, alors elle c'est une variable discrète mais dénombrable, elle n'est pas finie comme la loi binomiale. Elle décrit la probabilité, alors c'est de nouveau, vous prenez une pièce de monnaie qui a une probabilité P de tomber sur pile et 1 moins P de tomber sur face, et vous comptez le nombre de lancers nécessaires avant de tomber une première fois sur pile. D'accord? Donc elle, donc on va dire la géométrique de facteur P, la probabilité que x soit égal à k, donc ça veut dire que ce sera seulement au kème lancé que je tombe sur pile, et avant ça je suis tombé k moins une fois sur face. C'est donc, alors je tombe sur pile la dernière fois, et les k moins une fois précédentes, je suis tombé sur face. Voilà. Et de nouveau, on vérifie que la somme pour i allant de 1 cette fois jusqu'à plus l'infini de la probabilité que grand X soit égal à i. Eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait P fois la somme pour i. Je vais changer mon indice pour j allant de 0 à plus l'infini. Si i va de 1 à l'infini, le i-1, là, il va aller de 0 à l'infini, de 1 moins p à la puissance j. Et puis ça, c'est la série géométrique, d'où le nom de la variable aléatoire, dont on a déjà parlé dans un autre TD, dans le TD 7, si ma mémoire est bonne. Ça fait p fois 1 sur 1 moins la raison de la série géométrique, donc 1 moins p, ce qui fait bien 1. Voici pour la loi de la loi géométrique. La loi de Poisson, elle, on ne peut pas utiliser ce P de probabilité, mais je vais prendre un P, je devrais faire pareil ici pour la géométrique. P de facteur lambda, donc ça je vais mettre ici, ça appartient à 0, 1. Ça appartient à n, le privé de 0, et ça appartient aussi à 0, 1. Et ici, le lambda, c'est un nombre réel. Alors, la loi de Poisson, c'est celle pour laquelle la probabilité que x soit égal à n, c'est lambda à la puissance n sur n factoriel. Alors, il faut une normalisation, et je vais faire fois exponentielle de moins lambda, de telle sorte que vous voyez la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de p de x égale n, donc elle prend toutes les valeurs entières positives. Elle peut prendre toutes les valeurs entières positives de x égale n. Eh bien, on reconnaît le développement de Taylor de l'exponentielle, série pour n allant de 0 à plus l'infini de lambda à la puissance n sur n factoriel. Je vais le mettre en évidence, fois exponentielle de moins lambda. Ça fait exponentielle de lambda fois exponentielle de moins lambda. Ça fait 1. Ici, on a le développement en série de la fonction exponentielle, que vous avez dû voir au premier semestre et que sinon vous verrez dans un autre cours d'analyse. Voilà, ça c'est pour les variables aléatoires discrètes, c'est 3 familles, donc la binomiale, la géométrique et la loi de Poisson. Alors, ce que je vais faire, comme je vais manquer de place, je vais encore faire une remarque sur la loi de Poisson par rapport à la loi géométrique, et ensuite j'effacerai là tout ce que je viens de faire, je referai un transparent copié, et puis je parlerai des variables aléatoires continues. Donc une remarque sur cette loi de Poisson, puisque celles-là je les ai décrites en termes, je les ai obtenues comme des réalisations de lancer d'une pièce avec probabilité P et 1 moins P. Celle-là, je n'ai pas dit d'où elle venait. Alors, elle a un intérêt théorique, cette loi de Poisson. D'une certaine manière, c'est une asymptotique de la loi binomiale.
dans le cas où petit n devient très grand, petit p très petit, mais le produit n fois petit p est essentiellement constant. Donc une remarque, c'est si vous prenez une loi binomiale avec un petit n et ici un p qui serait égal à lambda sur petit n, d'accord? Donc n c'est un nombre entier et puis je choisis justement un p mais qui va varier avec n. Eh bien cette binomiale-là, elle va converger dans un sens à préciser lorsque petit n tend vers plus l'infini, précisément vers une loi de Poisson de paramètre lambda, au sens par exemple où la probabilité que une binomiale ici, appelons-la x indice grand N, d'accord? Donc ça c'est une variable qui a cette loi-là, soit plus petit ou égal à une certaine constante quelconque A appartenant à R, ça va converger quand n tend vers plus l'infini, vers la probabilité que mon, je vais l'appeler différemment, que mon y indice lambda, qui serait une variable de Poisson ici, soit plus petite ou égale à A, et ceci quel que soit A appartenant à R. Voilà. Alors, je vais maintenant passer aux variables aléatoires continues sur un autre transparent. Voilà, je vais effacer. Hop. Ah, vous avez bien sûr pris note. Et donc, je passe maintenant aux variables aléatoires continues. Donc, la variable aléatoire, ces trois cas de variables aléatoires sont des variables aléatoires non seulement continues, mais à densité. Et donc en fait, c'est simplement la densité que je vais expliciter. Alors la variable aléatoire continue, c'est celle pour laquelle la densité est constante. Alors comme l'intégrale totale doit valoir 1, c'est une probabilité, eh bien si elle est constante sur un intervalle AB, sa valeur ce sera 1 sur la longueur de l'intervalle. Donc ici on a f de x est égal à 1 sur b moins a si x appartient à l'intervalle AB et 0 sinon. D'accord? Donc ça c'est la variable aléatoire qui correspond à tirer au hasard un nombre dans l'intervalle AB avec équiprobabilité entre toutes les parties entre toutes les zones de l'intervalle. D'accord? La probabilité, ce serait simplement l'intégrale de cette fonction 1 sur b moins a sur l'intervalle considéré. Donc ça, c'est la variable aléatoire uniforme. La variable aléatoire exponentielle, pardon, je vais peut-être tracer un graphe, voilà. 0, on a A, on a B. Donc c'est celle qui vaut 0 ici partout, et puis elle est constante ici, de telle sorte que cette intégrale ici, là, tout ça donne 1, et puis elle est de nouveau nulle. La variable aléatoire exponentielle, c'est celle pour laquelle f de x est égal, alors est égal à quoi? Est égal à lambda fois exponentielle de moins lambda x si x est positif ou nul et 0 si x est négatif. D'accord? Donc son graphe sera quelque chose comme ça. 0 ici, et puis on décolle et on décroît comme ça. D'autant plus fort que lambda est grand. Et alors ce facteur-là est de manière telle que l'intégrale de cette fonction-ci soit égale à 1, puisque si vous primitivez ça, ça va vous faire l'exponentielle de moins lambda x, moins exponentielle de moins lambda x. Et donc sur R, ça vous donne, enfin sur R+, ça vous donne 1.
Et la gaussienne, enfin la gaussienne pour terminer, c'est celle pour laquelle, alors là on va mettre un paramètre supplémentaire, donc je n'aurais pas donné de nom à celle-là. Celle-là je pourrais l'appeler la variable uniforme entre A et B. Celle-ci je pourrais l'appeler l'exponentielle de facteur lambda, et celle-ci, alors la gaussienne, mais on n'utilise pas la lettre grand G, on utilise n comme une loi, on dit que c'est une loi normale. Alors, deux paramètres, il est fréquent de les appeler mu, ce qui sera en fait son espérance, et sigma carré, qui sera sa variance, et c'est sa fonction de fréquence, sa densité, f de x, dans ce cas-là, est égale à, alors c'est exponentielle de moins x moins mu au carré sur 2 sigma carré, et puis il faut le facteur de normalisation qui est égal à racine de 2pi, donc normalisation toujours de manière telle que l'intégrale totale soit égale à 1, racine de 2pi fois sigma. D'accord, donc ça c'est la cloche de Gauss. 0, je mets ma moyenne mu. Je vais avoir une belle cloche centrée en mu et d'écart type. Alors l'ordre de grandeur de la largeur de la bosse ici, c'est de l'ordre de sigma. Évidemment, ça dépend de la manière dont on le définit exactement, mais c'est l'ordre de grandeur si vous tracez ce type de fonction. Alors elle a une très grande importance dans les applications, cette variable aléatoire gaussienne, et on la verra intervenir notamment dans le prochain cours, qui sera le dernier consacré aux probabilités, dans lequel nous verrons la loi des grands nombres, et ainsi que ce qui s'appelle le théorème central limite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.